je vous propose une sélection de 5 très bonnes références pour le bac. Alors 5 très bonnes références, pourquoi? Parce que les références que je vais vous donner là, vous résumer en tout cas, évidemment il faut approfondir, et je vous demande de faire des recherches de votre côté pour approfondir les points que vous n'avez pas compris ou qui n'ont pas été éclaircis par ma rapide explication. Ces 5 très bonnes références permettent sont utilisables dans un grand nombre de sujets de dissertation, sont mobilisables pour pouvoir développer des argumentations un peu plus fines et un peu plus nuancées que d'habitude. Donc, je ferai peut-être d'autres vidéos du style pour vous donner d'autres références intéressantes, mais j'ai pour l'instant sélectionné ces 5-là qui traitent aussi de différentes thématiques, voire parfois croisent plusieurs thématiques, ce qui peut être utile. Alors la première référence à laquelle je pense, c'est le concept de falsification chez Karl Popper. Le concept de falsification est très important en philosophie des sciences, en épistémologie, et c'est une référence intéressante à avoir dans le cadre d'une dissertation, par exemple, d'un sujet de dissertation traitant de la question de la science et de la vérité. La falsification désigne, chez Popper, l'idée selon laquelle une théorie n'est scientifique qu'à la condition qu'elle peut être testée. Cela signifie qu'une théorie scientifique doit être potentiellement réfutable. C'est-à-dire qu'il est possible que les tests auxquels on la soumet la réfutent un jour. Alors là-dessus, je tiens à faire une remarque et à vous dire de prendre vos précautions, de faire très attention ici. Parfois, vous comprenez mal cette référence et vous croyez, à tort évidemment, que la théorie de la falsification chez Popper signifie qu'une bonne théorie, qu'une théorie scientifique est une théorie qu'on réfute. Non, on va le voir, une bonne théorie doit être réfutable, mais ça ne veut pas dire qu'on y est parvenu. L'implication épistémologique de cette idée est importante. Pour Popper, cela veut dire qu'une théorie scientifique en sciences expérimentales, je tiens aussi à le préciser, on parle des sciences qui traitent du réel, comme la physique, la biologie, etc., et non pas des sciences théoriques, comme les mathématiques, l'arithmétique et la géométrie. Donc dans le cadre des sciences expérimentales, une théorie ne peut jamais être considérée comme absolument vraie, mais seulement comme probable. Un nombre très grand d'expérimentations allant dans le sens de la théorie ne peuvent jamais confirmer totalement la théorie, puisqu'il est possible que ces expérimentations soient un jour réfutées par un phénomène nouveau. Il est aussi possible que si l'expérimentation semble aller toujours dans le sens de la théorie, ce n'est pas pour la raison que l'on a initialement repéré. Alors qu'au contraire, une seule expérimentation allant dans le sens contraire de la théorie peut l'infirmer définitivement. Donc une théorie scientifique ne peut pas être, par exemple, Dieu existe. Alors pourquoi? Parce que cette formulation, cette théorie, Dieu existe, ne peut pas être testée. On ne peut pas imaginer un protocole expérimental qui arriverait un jour à montrer que Dieu n'existe pas. Et donc, comme on ne peut pas prouver que Dieu existe, on ne peut pas prouver non plus qu'il n'existe pas, donc il ne s'agit pas d'une théorie scientifique, mais bien d'une croyance. Une bonne théorie scientifique, on va le voir, c'est au contraire quelque chose qui a qu'on a testé, qui a subi, on va dire, les différents crash tests scientifiques. La vérité, pensée comme discours en correspondance avec le réel, c'est l'une des définitions classiques de la vérité. On ne parle pas donc ici, encore une fois, de la vérité de cohérence, dont va parler et traiter les mathématiques. Une telle vérité ne peut jamais être absolument prouvée. Et donc une bonne théorie scientifique est simplement une théorie qui, jusqu'ici, a résisté aux différentes tentatives de réfutation. Cette référence est très intéressante pour traiter de la question du temps, de la question de l'identité, de la conscience, de la technique et même, pourquoi pas, de l'état. Donc c'est une référence qui a un champ d'application assez large dans des réflexions et des argumentations philosophiques, et elle a par ailleurs le mérite d'être relativement originale dans le cadre d'une copie de philosophie au bac. Hartmut Rosa est un sociologue allemand contemporain de l'école de Francfort qui réfléchit entre autres à ce qu'il appelle l'accélération. Alors l'accélération désigne chez lui un découplage, donc une sorte de divorce, entre le rythme technoscientifique et le rythme humain. Pour le dire autrement, Rosa note que si le rythme de mutation de la technique et de la science augmente exponentiellement depuis plusieurs décennies,
Notre capacité humaine à suivre ce rythme, elle, ne change pas. Ainsi, nous sommes de plus en plus étrangers à l'accélération généralisée de la technoscience. Par exemple, nous sommes de plus en plus en difficulté pour comprendre et intégrer les innovations technologiques. Par ailleurs, Rosa note un paradoxe du progrès technique. Alors qu'il devait nous libérer du temps en accélérant certains processus, nous voyageons plus vite, nous pouvons accomplir des tâches beaucoup plus rapidement qu'autrefois dans notre quotidien, pensez à la machine à laver par exemple, nous éprouvons plus qu'autrefois et paradoxalement un manque de temps. Et donc là il y a un paradoxe, une difficulté qui est très intéressante à traiter dans une réflexion sur le temps en philosophie. Ainsi, l'accélération, loin de nous libérer, nous aliène, nous enchaîne. La technologie nous rend relativement étrangères à des processus dans lesquels le sujet ne compte plus tant. Rosa note que les temps morts sont plus rares et plus difficiles car aujourd'hui la technologie permet l'empilement des tâches. Quand je prends le train, je peux en même temps travailler sur Internet, envoyer des messages et en plus mon train arrive plus vite à destination. Alors le travail de Rosa est par ailleurs très largement référencé, sourcé, il y a beaucoup de données. Je vous donne un exemple de données intéressantes à garder en mémoire. Rosa note que le temps alloué au ménage a augmenté, ou en tout cas est resté plus ou moins équivalent, mais même a un peu augmenté, dans les foyers américains qui ont eu accès au lave-vaisselle dans les années 60, il me semble. Donc il y a un paradoxe, un lave-vaisselle devrait pouvoir libérer du temps de ménage, puisqu'on ne fait plus la vaisselle, on perd plus ce temps-là, mais en fait Rosa constate que cette machinerie, cette mécanisation, ne nous a pas vraiment libéré du temps, puisqu'en fait on va reporter notre temps ailleurs, on va empiler des tâches, donc on va juste penser le temps différemment. Donc c'est ce qui fait aussi de cette référence une référence intéressante pour des sujets traitant de la question de la liberté individuelle, ou même de la liberté politique, parce que l'idée de Rosa, c'est que finalement il y a là une construction sociale du temps qui a tendance à nous aligner. Enfin, Rosa constate l'existence d'îlots de décélération, c'est-à-dire des anomalies dans le processus d'accélération généralisée. Un bouchon sur le périphérique, par exemple, produit un ralentissement général, alors même qu'il est la conséquence de l'accélération générale. C'est parce que plein de gens peuvent aller plus vite qu'ils se retrouvent tous d'un coup à aller moins vite. En même temps, nous sommes de moins en moins susceptibles d'accepter ces îlots, qui nous semblent être des scandales, pratiquement, des erreurs, et on les envisage comme des pertes de temps. Cette expression même peut être l'objet d'une réflexion philosophique en soi, perdre son temps, qu'est-ce que ça veut dire? Et comme exemple, vous pouvez songer par exemple à votre humeur quand une page internet met du temps à s'afficher. Une information qui nous aurait pris, pour laquelle on aurait dû travailler pendant des heures, faire des recherches longues à la bibliothèque, maintenant s'affiche en quelques instants devant nos yeux, mais quand ces quelques instants se transforment en quelques secondes, ça nous agace. Cette incapacité à accepter le ralentissement est le signe de notre aliénation au rythme des machines et de la technologie que nous supposons, que nous avons entièrement intégré, que nous supposons comme être le nôtre. Il faut pour Rosa réinventer des îlots où nous accepterons de ralentir, car c'est au sein de ces îlots que nous pouvons vraiment nous découvrir et penser à ce que nous sommes. Alors là, il y a par ailleurs, et je finis pour cette référence là-dessus, un lien que vous pouvez produire en philosophie avec la pensée de Bergson sur la différence entre le temps mathématique et la durée. Cette référence fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. La dialectique du maître et de l'esclave est une référence particulièrement utile et particulièrement célèbre. Et pour aborder le bac, elle est très pratique. Elle est très pratique car elle peut se mobiliser dans des domaines relativement éloignés les uns des autres, comme dans le cadre d'une réflexion sur la conscience, l'identité, le rapport à l'altérité, le rapport au désir, la question de la conflictualité, et même dans le cadre d'une réflexion sur l'histoire et sur le temps. Bon, c'est une référence que je vais très rapidement brosser ici, elle est très riche, très aussi du coup complexe, si on veut vraiment la comprendre pleinement, mais je vous invite vraiment à la connaître et à la maîtriser, à l'apprendre. C'est quelque chose qu'on peut vraiment mobiliser dans de très nombreuses dissertations et qui peut aider, on va dire, à produire des réflexions et des argumentations un peu plus abouties, un peu plus originales. Dans la phénoménologie de l'esprit, Hegel se demande comment une conscience parvient à la conscience d'elle-même.
Il décrit comment deux consciences qui se rencontrent mènent l'une contre l'autre une lutte pour être reconnues par l'autre conscience. Et selon lui, cette lutte s'accomplit dialectiquement, c'est-à-dire historiquement, en 3 phases distinctes. La dialectique, je ne vais pas ici préciser ce que c'est. Je vous invite à aller regarder, vous trouverez beaucoup d'articles de vulgarisation sur cette question. La dialectique, c'est le mode d'apparition historique de l'esprit chez Hegel. Vous trouverez donc beaucoup de ressources pour vous éclairer sur le mouvement dialectique imaginé par Hegel, mais ce que l'on peut dire en résumé, c'est qu'après avoir lutté l'une contre l'autre, jusqu'à risquer leur vie, les deux consciences se retrouvent d'abord dans une situation où l'une de ces deux consciences a accepté d'être soumise pour ne pas perdre la vie. Donc imaginez une sorte de lutte de regard, une lutte, un duel, et dans ce duel, il y a l'une des deux consciences qui est prête à aller plus loin que l'autre. Donc l'autre va se soumettre pour ne pas mourir. Et la première ne va pas la tuer, car elle a besoin que la conscience qui s'est soumise reste en vie pour être reconnue. Sinon, il n'y a pas de témoin de cette victoire. Donc cette conscience qui a gagné se trouve donc confirmée dans un statut de maître, alors que l'autre se trouve confiné au rôle d'esclave. Et ce rôle d'esclave va impliquer qu'elle va travailler pour la première. Donc, dans cette première phase de la dialectique, vous avez une situation de maître, la conscience maître. Le maître, c'est celui qui va jouir du travail de son esclave et qui, par ce travail, va accomplir ses désirs. Il accomplit donc ses désirs par l'entremise de la soumission de l'esclave à ses désirs. Le maître est reconnu par l'esclave, mais ne reconnaît pas, au contraire, l'esclave. L'esclave, lui, n'est reconnu de personne et travaille pour le maître, s'aliène en quelque sorte au désir du maître, fait tout pour que le désir du maître soit accompli. Mais, dans le deuxième mouvement, cette domination de la conscience maîtresse va être fragilisée car Hegel explique que c'est elle qui, finalement, a besoin d'être reconnue par l'autre. Le maître n'est maître que parce que l'esclave le reconnaît comme tel. Il n'y a pas de maître s'il n'y a pas d'esclave. Or, en même temps que l'on constate cette sorte de dépendance dans la reconnaissance du maître vis-à-vis de l'esclave, en même temps, ce maître ne reconnaît pas l'esclave comme une conscience. Il l'objectifie et, ce faisant, lui refuse paradoxalement le pouvoir de reconnaissance. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas être reconnu comme une conscience par quelque chose que j'ai objectifié. Je ne peux être reconnu comme une conscience que par une autre conscience. De son côté, l'esclave, lui, pendant ce temps, travaille pour le maître. Et le travail ici est très important. C'est aussi pour ça que cette référence peut être utilisée dans des sujets traitant de la question du travail. Cela signifie travailler qu'il transforme la nature. Ça veut dire qu'il modifie la nature et que c'est par lui que le maître satisfait son désir. Donc travailler, c'est transformer la nature. Donc le maître a besoin de l'esclave pour réaliser son désir, parce que lui, il ne travaille pas, alors que l'esclave, lui, apprend qu'il est lui-même, qu'il est une conscience par l'acte qui consiste à transformer la nature. Le travail est, pour Hegel, un mode de révélation et de libération de la conscience. En effet, modifier la nature, donc travailler, c'est aussi faire l'expérience de ses limites, de sa finitude et de la mort. Et ainsi, on se saisit comme individu face à la nature. Donc, alors que le maître est de plus en plus distancié avec la nature et perd lentement la conscience de lui-même, parce qu'il ne s'éprouve pas dans la relation directe à l'être des choses, l'esclave, lui, se saisit lui-même, et saisit en même temps qu'il n'est pas dépendant du maître pour exister. Il n'a pas besoin de lui. Le rapport de domination s'est donc retourné. À la fin de la dialectique, la troisième phase, les deux consciences ont été reconnues et la conflictualité initiale a été dépassée puisqu'il n'y a plus lieu de lutter l'une contre l'autre. Le désir de reconnaissance apparaît néanmoins comme le moteur essentiel de la découverte de soi, comme conscience, découverte qui se fait donc dans la conflictualité. Ça peut donc être intéressant d'y réfléchir dans le cadre d'une réflexion sur qu'est-ce qui fait que je suis moi, qu'est-ce qui fait que je sais que je suis moi. Voilà pour cette référence. Encore une fois, je l'ai très rapidement brossée, très rapidement explicitée. Donc je vous invite, si elle vous intéresse, et je crois qu'elle est intéressante, à approfondir ce sujet. La théorie de l'art de Nelson Goodman est intéressante, non seulement pour un sujet sur l'art, mais aussi dans le cadre d'un sujet qui traitera de la conscience
comme une référence originale pour décrire notre rapport au monde. Alors moi ce qui me plaît beaucoup dans cette référence, notamment pour les sujets sur l'art, c'est qu'elle évite l'écueil et l'aporie, le chemin un peu parfois qui ne mène nulle part, dans lequel on peut s'enfoncer lorsqu'on réfléchit à la question, la grande question, qu'est-ce que l'art ? Alors évidemment, il ne faut pas traiter toutes les références que je vous ai données, de toute façon, il faut les aborder de manière précise et il faut les rapporter aux problèmes qui vous intéressent le jour du bac. Mais si jamais votre question traite de la question de l'art et que cette question implique une réflexion sur la nature de l'art, eh bien la référence de Nelson Goodman peut être très utile pour ouvrir à une troisième partie, c'est-à-dire à un dépassement de cette opposition, d'une opposition initiale ou d'une réflexion sur la définition de l'art. Alors pourquoi ? Parce que Nelson Goodman estime, pour le dire vite, que la question classique de l'esthétique, qui est « qu'est-ce que l'art ?», est une question sans réponse et qui ne peut donner lieu qu'à des débats sans fin, des controverses inutiles puisqu'aporétiques. Alors une aporie, c'est une question qui ne peut pas être résolue. Ainsi, il dit qu'il faut remplacer cette question « qu'est-ce que l'art ?», par la question plus pertinente « quand est-ce qu'il y a de l'art ?» Donc plus la question « qu'est-ce que ?», mais « quand est-ce qu'il y a ?» Il estime ainsi qu'un objet peut parfois fonctionner comme une œuvre d'art, et parfois non. L'objet n'est pas en lui-même esthétique, artistique, il n'est pas en lui-même une œuvre d'art, mais c'est la manière qu'il a de s'inscrire au sein d'une relation avec un spectateur qui va le constituer comme une œuvre, qui va faire qu'il va apparaître, fonctionner comme une œuvre d'art. Il prend l'exemple d'une pierre. Prenez une pierre sur un sentier de montagne, et cette pierre n'est pas une œuvre d'art, personne ne l'aperçoit comme telle, personne ne l'envisage comme telle. Prenez cette pierre, déplacez-la dans une pièce d'un grand musée d'art contemporain, je ne sais pas, au MoMA par exemple, à New York, ou au centre Pompidou à Paris. Et bien si vous placez cette pierre au centre de ce musée d'art contemporain, les gens vont se mettre à étudier des aspects potentiellement symboliques de la pierre, des aspects esthétiques de la pierre vont être en quelque sorte révélés par cette nouvel emplacement, et par cette nouvelle mise en contexte. C'est intéressant parce que souvent, on a tendance à considérer qu'il y a de la fumisterie et qu'en fait, si la pierre marche dans une œuvre d'art, dans un musée d'art contemporain comme une œuvre, si les gens se mettent à la regarder comme une œuvre d'art, c'est parce que finalement l'art contemporain serait une vaste fumisterie, qu'il n'y aurait en fait aucun véritable enjeu esthétique derrière et que les gens font semblant. Eh ben, on peut essayer de renverser les choses et se dire peut-être qu'en fait ils font pas semblant et qu'ils voient dans la pierre quelque chose qu'ils n'auraient pas été capables de percevoir si elle n'avait pas été mise là. Donc ici, il n'y a plus de grandes questions sur qu'est-ce que la limite, où est-ce que l'art s'arrête, est-ce qu'il y a des objets qui sont spécifiquement artistiques ou non. Ce que dit Nelson Goodman, c'est qu'une œuvre d'art fonctionne comme une œuvre d'art en raison d'un certain contexte et d'une certaine manière de dénommer cette œuvre, de parler. Il y a chez Nelson Goodman une réflexion très profonde sur le langage que je vous invite à creuser si cette référence vous intéresse. Alors la politique chez Machiavel, c'est un vaste sujet, et c'est un sujet que je ne peux que brosser rapidement. Pourquoi est-ce que c'est une référence intéressante ? C'est une référence intéressante parce que pour tout ce qui est relatif au sujet sur la question de l'État, même sur la question de la liberté, et même si vous êtes très fort dans une réflexion sur la question du temps, vous pouvez mobiliser la théorie de Machiavel. L'intérêt aussi, c'est que c'est une référence qui est souvent très mal utilisée par les élèves, parce qu'ils vont rabattre, on va dire, la théorie de Machiavel sur une sorte de pragmatisme méchant, cynique, le machiavélisme tel qu'on l'envisage initialement, et c'est intéressant si vous maîtrisez assez bien la référence pour rendre ça un peu plus subtil, un peu plus nuancé. La grande idée de Machiavel qu'on ramène souvent sur le devant de la scène, c'est l'idée que dans le champ politique, la fin justifie les moyens. On parle d'une forme de pragmatisme, de proto-pragmatisme de Machiavel, donc une philosophie qui considérerait finalement que c'est la finalité, l'objectif qui compte, et puis tous les moyens sont bons. Bon, pour pouvoir revenir un petit peu à la réflexion de Machiavel sur la philosophie politique, il faut comprendre qu'il s'inscrit dans une tradition de son époque, née notamment autour de Mars, qui s'est construit par exemple quelques décennies avant lui autour d'une figure qu'on appelle Marsile de Padoue, qui est l'idée que le
la cité, la société serait comme un corps. Hein. C'est une métaphore, une analogie, une métaphore que l'on retrouve même dès l'Antiquité. Hein. L'idée que finalement la société serait un corps. On parle de corps politique. Bon, et ce corps politique, cette analogie, elle avait été utilisée par ses prédécesseurs pour réfléchir notamment souvent à l'organisation, on va dire, de la société en différents organes, avec différentes fonctions, etc. Mais ce qui va être intéressant chez Machiavel, c'est que pour Machiavel, le corps politique est en perpétuelle crise. En perpétuelle crise. Alors, qu'est-ce que c'est la crise ? La crise, c'est un terme médical d'abord, hein, qui vient du grec ancien krisis, et qui signifie le moment où une maladie est à son plus fort, à son paroxysme, là où vraiment il est important d'agir, et où le corps est menacé. Hein. Dans la médecine, la crise du malade, c'est le moment où le corps même du malade est menacé. Bon, si on prend au sérieux cette idée de la crise du corps politique, cela implique que, pour Machiavel, le corps politique est toujours en danger de disparition. Il peut toujours être au bord de la mort, si vous voulez. Il est toujours malade. Et donc, comme le corps politique est toujours malade, il lui faut un médecin. Et le médecin, ça va être le prince. Hein, le prince, c'est l'un des grands livres de Machiavel, et où Machiavel réfléchit, essaie de donner des conseils à un prince hypothétique pour pouvoir gouverner correctement. Ok, quelles sont les qualités du prince ? Eh bien, le prince, il doit réussir à agir au bon moment. Hein, c'est ce qu'on appelle la virtu du prince, sa vertu, pour pouvoir éviter la mort du corps politique. Ce qui est intéressant avec toute cette réflexion politique sur l'action du prince, c'est qu'il y a tout un champ de concepts en plus qui peuvent être mobilisés dans une réflexion philosophique au bac, qui seront à la fois des concepts originaux, qu'on voit peu souvent apparaître dans des copies de philosophie, et qui donc vont attirer un peu l'œil du correcteur, et qui par ailleurs peuvent produire des réflexions souvent un peu subtiles, un peu nuancées. Donc je vous ai déjà parlé du concept de crisis, qui est très intéressant. Parlons maintenant du concept de pharmakon. Dans le langage médical, le pharmakon, dans la pensée grecque, c'est ce qui est à la fois remède et poison. Ce qui peut être à la fois remède et poison. En fait, si vous regardez l'ensemble des traitements que l'on prend dans la vie, pratiquement, hein, peuvent être pensés comme des pharmakon. C'est la dose qui fait le poison, comme on dit. Si vous prenez quelques médicaments, ça va. Si vous avalez toute la boîte en un instant, vous pouvez mourir. Donc, tout traitement implique un juste dosage. Par ailleurs, c'est pas seulement la dose qui compte, c'est le moment où on emploie le médicament qui compte, qui va faire qu'il va agir ou bien comme un poison ou bien comme un remède. Si vous me donnez là tout de suite, je sais pas, un médicament pour je ne sais pas quelle maladie, il est possible que moi, vu que je ne suis pas malade, ça me tue. Alors que la personne à qui vous l'aurez donné et qui était malade, elle, ça va la guérir. Donc il y a derrière le concept de pharmakon et de crisis l'idée que finalement ce qui fait la différence entre une action juste et une action injuste, une action bonne et une action mauvaise d'un point de vue purement pragmatique, c'est-à-dire du point de vue de la réussite de l'objectif qu'on s'était fixé, c'est pas simplement ce que l'on fait, mais aussi le temps dans lequel on le fait. Et le problème, c'est que Machiavel dit, pour le prince, c'est difficile de saisir le temps, parce que le temps est soumis, troisième concept intéressant, à la fortuna. Hein. C'est pour ça que le concept, la philosophie politique de Machiavel peut être utilisée dans une réflexion sur le temps. Et la fortuna, c'est quoi ? C'est l'aléatoire, le hasard. Hein. Machiavel compare le temps qui passe à un torrent en furie. Donc vous êtes le prince et vous êtes dans un torrent en furie. On pourrait faire une analogie pour essayer de comprendre l'image. Ok. Imaginez que le prince, c'est quelqu'un qui pilote un canoë. Okay, un canoë qui est pris dans un torrent de montagne. Et puis dans ce canoë, il y a différentes personnes, tout un groupe. Le prince, son but, c'est de sauver sa vie. C'est ça son but ultime, son premier but. Mais ce que va dire Machiavel, c'est que, on va le voir, je vais essayer de l'expliquer, en voulant sauver sa vie à tout prix, c'est-à-dire en voulant absolument conserver son pouvoir, hein, dans le cadre politique, eh bien le prince, il va aussi garantir la vie des gens qui sont dans le canoë avec lui, c'est-à-dire dans la société avec lui. Ok, le fleuve en furie, c'est la fortuna, c'est-à-dire l'aléatoire des événements, un pays qui vous déclare la guerre, une crise épidémique à l'intérieur de votre pays, une famine, etc. Ça, vous ne pouvez pas
savoir, vous ne pouvez pas réguler la fortuna, vous ne pouvez pas la contrôler. Il faut donc être pragmatique, il faut faire preuve de virtu, c'est-à-dire d'une vertu. La vertu du prince, au milieu de ce torrent, c'est ce que la philosophie d'Aristote a appelé la phronésis. La phronésis. La phronésis, P-H-R, attention, la phronésis, c'est l'idée d'une sorte de prudence, mais qu'il faudrait comprendre au sens plein du terme. C'est la capacité à savoir agir exactement quand il faut. Je vous ai donné une image de la phronésis. Vous êtes dans ce canoë qui est ballotté par les flots sur une rivière en furie. Vous êtes à chaque fois à deux doigts de chavirer, et vous êtes le seul à avoir une rame. Donc vous êtes un peu le chef de ce canoë. Vous voulez sauver votre vie, vous voulez pas mourir noyé. En voulant sauver votre vie, vous allez aussi peut-être sauver la vie de tout le monde à l'intérieur du canoë, parce que sauver votre vie, c'est garantir que le canoë coule pas. Au milieu de cette fortuna, votre phronésis, ça va être la capacité à saisir les rares moments où votre action va avoir une efficacité. Ces rares moments, ces occasions où votre action a une efficacité s'appellent, quatrième concept, le kairos. Le kairos, c'est le moment opportun. Kairos, K-A-I-R-O-S. Donc vous allez essayer de saisir les moments opportuns. Prenez l'exemple de ce torrent. Vous êtes en train de descendre le torrent en furie sur votre canoë. Vous voyez d'un coup une pierre qui affleure de l'eau. Une pierre. Ok ? Eh bien, peut-être que si vous vous prenez juste au bon moment, si vous y prenez juste quand il faut, si vous faites preuve de phronésis, vous allez pouvoir, par un coup de rame opportun sur la pierre, détourner légèrement votre canoë pour le ramener vers des eaux plus paisibles. Cette pierre ne va pas se représenter. Il n'y aura peut-être pas d'autres pierres aussi bien placées avant longtemps. Et donc, votre vertu à vous, c'est pour sauver votre vie, pour essayer de conserver votre pouvoir, c'est-à-dire votre vie ici, vous allez agir exactement quand il faut. Eh bien, le prince de Machiavel, c'est ça qu'il doit faire. La conservation de son pouvoir, c'est la première chose que doit viser le prince. Et la première manière d'interpréter ça, c'est la manière qu'on a classiquement d'interpréter Machiavel, c'est de dire finalement, ce que décrit Machiavel, c'est une pensée politique cynique, et d'un pragmatisme un peu froid. Le prince est prêt à manipuler, est prêt à tricher, est prêt à mentir, est prêt à trahir pour conserver son pouvoir. Alors évidemment, il y a une dimension cynique, en quelque sorte une dimension purement amorale. La politique machiavélienne est amorale. Mais ce pragmatisme politique est envisagé comme une vertu parce qu'en fait, pour Machiavel, dans le cadre de la fortuna, dans cette espèce de temps de l'aléatoire généralisé, être pragmatique et froid est la meilleure manière de garantir l'existence, la pérennité du corps politique. C'est parce que le chef va être manipulateur, va être prêt à trahir, va être prêt à sacrifier une partie de son peuple, d'après Machiavel, que la cité dans sa globalité va survivre. Donc le pragmatisme politique est une condition pour Machiavel de la permanence de la vie politique elle-même. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces 5 références utile pour le bac.